Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon point lecture du mois de septembre. Je me disais que septembre serait peut-être un mois où j'aurais moins lu étant donné qu'on partait une semaine en vacances. Ça n'a pas été le cas car au final j'ai pu lire 12 livres. J'ai eu un coup de cœur et tout le reste ça a été des très bonnes lectures, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Avant de commencer, je m'excuse pour la luminosité, on arrive en automne et c'est vrai que certains jours c'est compliqué pour tourner, donc aujourd'hui il fait noir dehors, donc j'essaye de faire comme je peux pour que la vidéo rende le mieux possible, mais voilà, donc si la luminosité n'est pas comme d'habitude, c'est normal, il y a très peu de lumière donc je tourne comme je peux et j'espère que cela rendra bien malgré tout. Donc comme je vous disais, je vais donc commencer avec mon coup de cœur. Il s'agit du Stream, le tome 2, le protocole de W d'Amandine Peter aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture que j'ai faite en numérique. Et pour faire un bref résumé du tome 1, en fait, on suit Nina qui vit dans un monde, on va dire, sur une île. Et cette île est, on va dire, vit grâce à un énorme point d'eau, plutôt un barrage en verre, qui s'appelle le Stream. Et ce barrage, justement, c'est ce qui leur permet de vivre. Il leur amène de l'eau, de l'électricité, tout ça, de l'énergie. Et Nina, elle travaille dans le Stream. Son but, en fait, c'est d'aller réparer quand il y a des défaillances. Euh, Tout se passe bien pour Nina, elle aime son travail, jusqu'au jour où, en fait, pendant qu'elle est en train de prendre le Stream pour retourner à la centrale, elle a un accident. Elle se fait éjecter du Stream et à ce moment-là, Nina commence à se poser des questions. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'infrastructure ou est-ce que c'est autre chose? Et surtout, elle se rend compte que on ne sait pas d'où elle vient, qui a créé le Stream, pour quelles raisons, etc. Qu'on ne sait rien de cette infrastructure et du coup, voilà pour le speech. Donc ici, dans ce tome 2, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Tout d'abord, j'étais contente de retrouver tous nos personnages, surtout Nina, que j'aime beaucoup, et pareil dans ce tome 2, tous les personnages sont attachants, c'est un plaisir de les suivre, je me suis régalée à ce niveau-là. Dès les premières lignes, j'ai replongé dans l'intrigue, donc vraiment l'intrigue elle est passionnante pour moi. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a aussi des révélations qui sont faites dans ce tome, mais vraiment de grosses révélations. Et là, on va plus sur l'origine du Stream, ce que j'ai trouvé intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque. Et, et franchement, des fois, ça fait un peu froid dans le dos, mais j'ai beaucoup aimé. Euh, Ensuite, il y en a également une évolution au niveau de la relation amoureuse de Nina. Donc on a quand même un peu de romance là-dedans, ce qui est intéressant. Et tout ça s'écrit avec une plume fluide et addictive, donc dès que vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter, il faut que vous sachiez la fin. Et le dénouement final, il est incroyable, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Bon, il y a un cliffhanger à la fin que j'avais... En fait, comment vous dire? Suite à ce qui s'est passé à la fin, c'est ces livres où, quand vous les lisez, vous avez juste envie de hurler parce que c'est incroyable, c'est ouais, c'est tellement... ça vous laisse en plan. Et moi, j'ai terminé de le lire, il était, je crois, 1h du matin. Je pouvais pas hurler, donc vous voyez, j'étais là, je me retenais, je me disais, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et il fallait que j'aille le tome 3 rapidement en fait, parce que suite à cela, fallait que j'ai des réponses et que je sache. Et aussi, ce tome m'a fait passer par... m'a fait passer par pas mal d'émotions, surtout à la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et oui, franchement, gros coup de cœur, je sais pas comment vous dire, mais à la fin, comme je vous dis, j'avais juste envie de hurler, en me disant ah mon dieu, mais c'est pas possible de se terminer là-dessus, mais voilà. Après, justement, j'ai pas attendu bien longtemps pour me jeter sur le tome 3 et voilà, pour moi, un gros coup de cœur, je ne peux que vous le recommander si vous avez tout ce qui est un peu science-fiction, tout ça. Et comme je vous dis, on est dans de la science-fiction, vous savez qu'on recherche les origines du Stream, justement, et le Stream, il réserve bien des surprises. Donc c'est vraiment intéressant, et j'aime ce côté un peu... cette infrastructure, en fait, qui est proche un peu de ce qu'on a, un peu d'un barrage, mais plus perfectionné. Et j'ai vraiment aimé cet univers, tout ça, de me replonger dedans, et ce tome 2, franchement, c'est une réussite. On va directement passer au tome 3 du coup que j'ai lu juste après. Voilà, je l'ai aussi lu en numérique. Ici ça n'a pas été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 8 sur 10, donc c'est le troisième et dernier tome de la trilogie qui se nomme Révolution. Donc on est là aussi sur un tome final qui est prenant et addictif, il y a des rebondissements.
et de nouvelles révélations. Et l'autrice, en fait, quand on se dit qu'on a fait le tour, elle te ramène de nouveaux éléments, de nouvelles choses, et tu te dis ah ouais, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pensait. Mais elle te les amène petite couche par petite couche, et tu te dis en fait ouais, son univers est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait au départ, et juste que juste le stream. Et c'est ça que j'ai apprécié, le fait que chaque fois on s'écarte un peu plus et qu'on découvre de nouvelles choses plus loin. Bien entendu, il y a aussi des secrets qui sont révélés, toutes ces choses-là. Et dans ce tome, j'ai trouvé le personnage plus distant. Alors, je pense que c'était voulu justement étant donné ce qui va s'y passer. Et donc, je pense que c'est un choix justement de l'autrice, et je peux pas vous dire pourquoi c'est fait comme ça parce que je vous spoilerai, mais je pense que c'était un choix d'avoir des personnages plus distants sur ce tome. Le dénouement final, alors franchement, il est renversant encore une fois. J'étais sur les fesses parce que je me disais mais elle nous amène plein de trucs, mais comment elle va boucler tout ça? Donc voilà, c'est renversant, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Mais c'est juste ce qui a pêché pour moi, c'est que, étant donné tout ce qu'elle nous a introduit, j'ai trouvé que le dénouement final, en fait, elle le clôturait un peu facilement, rapidement, à mon goût surtout, et que j'aurais pas été contre qu'elle rajoute un ou deux chapitres et puis qu'elle clôture une chose après l'autre, parce qu'on nous amène tellement de trucs qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais clôturer comme ça fait un peu, oui, on se débarrasse du problème un peu vite fait. Mais voilà, c'est mon avis. En tout cas, j'ai passé une très bonne lecture également avec ce tome 3. Je me suis régalée avec la saga, la trilogie, le stream, et je ne peux que vous la conseiller si vous aimez la science-fiction et que vous voulez passer un très bon moment avec vraiment des révélations, plein de choses. Et dans ce tome 3 aussi, la relation amoureuse de Nina prend également un autre tournant. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais vraiment aussi cette lecture a été très bonne. Franchement, ce qu'elle nous a amené l'autrice là-dedans, je ne m'y attendais pas. Et j'ai été vraiment surprise en bien par tout ce qu'on a découvert d'autre. Mais c'est juste que pour moi la fin a été un peu clôturée trop rapidement à mon goût. C'est pour ça que je lui ai mis 8 sur 10. J'ai également lu Off Campus, le tome 3 de Score, d'Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc ici, dans ce troisième tome, on suit Ali, qui est un peu en situation de crise car elle vient de rompre avec son copain avec qui elle était depuis plusieurs années, et elle se rend compte en fait qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie alors qu'elle arrive bientôt à la fin de ses études. Et de l'autre côté, on suit Dan, qui est un hockeyeur, et on va dire un tombeur un peu. Toutes les filles qu'il désire, il les obtient, et jusqu'à ce qu'il rencontre Ali, et Ali, ben, elle refuse ses avances en fait, et il comprend pas pourquoi. Donc il décide d'essayer vraiment de la faire tomber dans ses filets, et donc on va suivre l'histoire de ces deux protagonistes. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. C'est un livre que j'ai lu en numérique, donc voilà pourquoi il est ici. C'est un tome que j'ai trouvé intéressant avec des personnages complets, franchement, parce que je trouvais que c'était intéressant de les découvrir chacun de leur côté. On a une narration multiple en plus qui nous permet de voir comment vit chacun, leurs passions, etc. Je trouve que c'était vraiment bien fait. Et ça amène également du dynamisme à l'histoire, je trouve. En plus, dans ce tome, il y a beaucoup d'humour. Alors franchement, il y a plusieurs fois, mais j'ai éclaté de rire parce qu'il y a des scènes, mais c'est juste à mourir de rire. C'est... Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous montre clairement ici le hockey pour Dan, qui est sa passion, et pour Ali, c'est le théâtre. Donc on voit un peu ces deux passions qui sont... Voilà, que chacun de leur côté, puis voir à quel point c'est important pour eux. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi tout au long de l'histoire, on redécouvre ou on voit l'évolution des anciens couples, donc des couples qui sont formés dans les précédents tomes. Le dénouement final, il est touchant aussi, j'ai trouvé. Par contre, ce que je pourrais dire, contrairement aux autres tomes, c'est que sur celui-ci, attention, il y a des scènes de fesses, hein, voilà. Donc si vous êtes sensible à cela, ne vous lancez peut-être pas là-dedans. Mais ce qui a changé par rapport aux autres tomes, c'est que dans les autres tomes, on était avec des personnages qui étaient plus réservés, tout ça, alors que là, avec Ali et Dan, on est sur un couple, on va dire, qui n'est pas très pudique sur ces choses-là, et on va dire que pour s'envoyer en l'air, ça va assez vite. Voilà. Ce que je peux dire que j'ai trouvé que ça changeait par rapport
aux autres couples. Et par contre, moi ce que je pourrais reprocher, c'est que même si on est dans des histoires, c'est que je sais qu'il y aura des scènes de fesses, et bien là j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de sexe dans l'histoire, et j'aurais bien aimé que peut-être le côté théâtre, ok, soit plus approfondi. Voilà pourquoi je lui ai mis la note de 8 sur 10. Sinon j'ai passé un bon moment. Et je sais que certaines personnes ont peur du personnage de Dan en se disant oui, comment est-ce qu'il va être abordé tout ça, mais moi je trouve que c'est bien fait parce que au final on montre Dan tel qu'il paraît ou l'image qui se donne, et petit à petit on découvre en fait le vrai Dan, comment est-ce qu'il est dessous, sous ses airs, tout ça, et je trouve ça intéressant. Et Ali justement faire ressortir l'autre personnalité de Dan, voilà. Ce que je peux vous dire sans essayer de trop vous spoiler. Bah franchement moi alors c'est vrai que comme je l'ai lu avec un an d'écart, je me rappelle plus exactement sur quel personnage va être ce tome et puis son caractère exact. Et moi j'y suis allée sans trop me poser de questions, en me disant bah voilà j'ai envie de retourner dans cette saga et c'est fait. Et le dénouement final aussi, pour vous dire, je sais pas, c'est on va dire une grosse révélation à la fin qui va introduire je pense le prochain tome, mais voilà ça ce sera pour l'année prochaine pour le coup, mais j'étais contente de retourner dans cet univers et franchement cette romance-là m'a fait du bien dans le sens où c'est que j'ai beaucoup rigolé, que c'est vraiment des romances, c'est des romans, je pense que c'est vraiment pour l'été, ça passe bien, c'est agréable sans prise de tête, et puis c'est quand même bien fait, donc moi chaque fois que j'en lis un, je suis quand même, je me régale on va dire à ce niveau-là, je passe un bon moment avec nos personnages, et là surtout avec l'humour, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien rigolé pour vous dire. J'ai également lu Gilded, le tome 1 de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Je vous montre la couverture, il y a des reflets. Mais donc ici on suit, comment il s'appelle notre protagoniste, Serilda, oui il me semblait. On suit Serilda qui en fait a été maudite à sa naissance. Et Serilda du coup elle est douée pour raconter des histoires abracadabrantes. Et nous sommes dans un univers où chaque lune, il y a le roi des aulnes, c'est un roi vraiment très cruel, qui part en chasse avec ses fantômes, ses créatures fantastiques. Et il part du coup en chasse, il cherche à capturer d'autres créatures fantastiques, et si par malheur un humain se retrouve sur sa route, eh bien il y a beaucoup de chances que vous ne le retrouviez pas. Donc c'est les nuits de pleine lune, on va dire, les gens ont pour habitude de se rester chez eux, et surtout à ne pas sortir. Sauf que Serilda, en fait, va sortir à cause d'un élément et va se retrouver face au roi des zones. Elle va commencer à lui raconter un bobard, notamment qu'elle peut tisser de la paille en or. Le roi des zones va donc la laisser partir. Elle se dit qu'elle a réussi son coup, sauf qu'à la prochaine pleine lune, un messager du roi des zones vient et lui dit qu'elle est attendue au palais du roi des zones, et là, en fait, on va l'enfermer avec un métier à tisser et lui dire que maintenant il faut qu'elle change la paille en or, que sinon, et que si elle n'y arrive pas, ben, le roi des zones la tuera. Donc pour Serilda, elle se retrouve dans une posture qui est pas très agréable, surtout qu'elle sait très bien que c'est un bobard et qu'elle risque d'y passer, sauf qu'un certain élément pourrait bien la sauver. Voilà pour le résumé. Donc ici, nous sommes dans une réécriture de Rumpelstiltskin, l'histoire du nain tracassin, j'arrive jamais à prononcer son nom, je crois que j'y arriverai jamais. Mais voilà, donc c'est une lecture à qui j'ai mis 7 sur 10. Alors tout d'abord je dois vous prévenir, on est dans un univers très sombre et gothique. Donc vraiment c'est rien à voir avec par exemple les chroniques lunaires. Là on s'est vraiment beaucoup plus sombre, hein. Moi ça m'a pas dérangé, mais attendez-vous quand même à tomber dans un univers qui est vraiment sombre, gothique, et avec quand même pas mal d'éléments un peu malaisants. Voilà, pour les trigger warnings, alors autant y venir tout de suite, il y en a beaucoup. Et je vais vous les citer comme ça, vous les connaîtrez. Donc, il y a captivité, cruauté envers les animaux, description de cadavres, deuil, enlèvement d'enfants, fantômes, gore, mariage forcé, meurtre, meurtre d'enfants, mort d'un proche, tentative d'avortement non consenti, torture, violence. Donc vous voyez, c'est vraiment des trigger warnings, et puis certains des trigger warnings qui ont l'air assez glauques et gore. Donc voilà, si ça peut vous trigger, je vous conseille de vous renseigner ou de ne pas y aller. Mais
pour moi, c'est une lecture que j'ai trouvé intéressante parce que l'autrice s'inspire beaucoup des mythes germaniques. Alors, à la fin, vous avez un glossaire avec tout le nom des créatures, et souvent, ces noms de créatures sont en allemand. Ou, pour certains, on les a traduits, c'est les noms français, mais la majorité des créatures ont gardé leur nom allemand, et vous avez des mots allemands pour désigner certains protagonistes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on ait tous ces mythes germaniques là-dedans. Après, la plume, j'ai trouvé qu'elle était simple et on a notre personnage Cérilda. Au départ, je me disais oui, euh, tout ce qui lui arrive c'est mal fait pour elle, et donc on s'y attache quand même assez rapidement. Et on a également du mystère tout du long, de se demander mais est-ce qu'à chaque fois elle va s'en sortir, comment ça va se passer, et aussi des mystères vis-à-vis d'un autre personnage que pareil c'est assez mystérieux tout ça, les échanges qu'il va y avoir avec Cérilda. Et voilà, après le dénouement final, bien, j'ai envie de vous dire, me donne envie de connaître la suite. Et aussi, j'aimerais voir comment tout cela évolue parce que cet univers est assez dense, j'ai envie de vous dire, surtout comme ça a été fait. Et des fois, c'est vraiment glaçant, comme je vous dis. Le dénouement final, c'est vrai qu'il est glaçant aussi, vu ce qui s'y passe. Et c'est vrai, comme je vous dis, c'est très sombre. Alors, moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que c'était une bonne transition pour passer aux lectures automnales, ce livre. Après, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'a fait lui enlever des points, c'est que je trouve ce tome... Alors, comme je vous dis, on est dans un univers qui est assez vaste. Il faut poser le décor. Donc, je pense qu'il sert plus à poser le décor, à essayer de poser les personnages, poser tous ces mythes, toutes ces choses... voilà, d'essayer de nous poser tout ça. Donc, il y a quelques longueurs dedans. Et aussi, j'ai trouvé que des fois il y a des répétitions, je sais plus sur certains mots, mais je me dis, oui, l'histoire elle est assez répétitive en fait, dans le sens où c'est qu'à chaque pleine lune, le roi des hommes vient chercher Cérilda, elle se retrouve enfermée dans sa cellule, elle doit tisser son or. Vous voyez, sur ce thème-là, c'est une histoire qui est assez répétitive. Après, il se passe d'autres choses à chaque fois, mais sur ce principe-là, on reste sur du répétitif. Et ce qui peut être un peu déconcertant, c'est son rythme. Comme je vous ai dit, là, on part sur une histoire où, si vous voulez, c'est fait. Si je montre le premier chapitre, en fait, c'est séparé par parties. Si je trouve juste, voilà. Donc, on trouve, voilà, les parties, c'est défini selon la lune sous laquelle vous êtes, et c'est l'histoire qui se passe à la période de cette lune-là. Mais moi, au départ, je me suis dit que ce serait vraiment sur la période, sauf qu'en fait, c'est vraiment, vous vivez la journée avant la lune, le moment de la pleine lune, plus peut-être la journée après, et après vous sautez à la lune suivante. Donc tout ce qui s'est passé entre, voilà, c'est des sauts comme ça. Et c'est vrai que ça peut être un peu déconcertant, donc voilà, je trouve que c'est une idée qui est pas mal, mais après c'est vrai que ça peut être déconcertant ce rythme. Moi en tout cas ça m'intrigue, et c'est vrai que je veux quand même lire la suite parce qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été amenés, et là on en sait quand ça en sort un peu plus, et j'ai envie de voir comment ça va se passer, surtout vu le dénouement final et vu ce qui est censé arriver à Cérilda par la suite. Donc voilà, je lui ai mis 7 sur 10, mais je lirai quand même le tome 2 pour voir comment tout cela se termine, et j'espère que le tome 2 sera peut-être un peu plus palpitant parce que comme je vous dis, ici on est sur un rythme assez lent. Surtout que c'est une belle bricasse, alors on est sur un livre qui fait, s'il veut bien, on est sur un livre qui fait 500, un peu plus de 530 pages. C'est écrit, alors l'écriture c'est écrit de taille standard mais peut-être un peu assez serré je dirais. Regardez, j'ai la couverture quand la jaquette qui est en train de se faire la malle. Attendez, je vais aussi vous montrer comment il est. Sans sac jaquette, il est comme ça, vous voyez. C'est un bel objet livre. Mais oui, là je pense qu'on a plus posé le décor, et puis j'aimerais bien voir ce que le tome 2 va donner en espérant qu'il sera plus palpitant que celui-là. Et comme je vous dis, moi j'ai bien aimé cette notion de mythe germanique, de réécriture de contes, et puis comme c'est fait, avec cet univers très sombre. Et franchement, j'espère que le tome 2 me restera un peu dans cette... au niveau de l'univers, qu'on restera là-dedans, m'amènera quand même plus d'éléments. J'ai également lu Venger Vicky de Catherine Roland, édition Slatkin. Je vous montre la couverture. Et ici on suit Guillaume, il est médecin urgentiste à l'hôpital. Et un soir il est appelé pour une intervention
un homme est tombé dans des escaliers, il va s'y rendre avec son équipe et une fois sur place, il va se rendre compte que cet homme en fait c'est Ivan, son ancien meilleur ami qui a poussé sa fille Vicky au suicide. En voyant cela, Guillaume, on va dire, il va devoir faire un choix. Est-ce qu'il décide de se venger ou est-ce que son devoir de médecin prend le dessus? Et en même temps, on va suivre sa famille, on va dire, dont sa femme et la mère de Vicky, pour qui se retrouve hantée par le geste de sa fille, et voir comment chacun vit cette période. Voilà, donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10, franchement j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé ce thriller psychologique vraiment haletant, passionnant je dirais même, on est sur une plume fluide et addictive, et on va dire on suit le point de vue de plusieurs protagonistes, notamment comme je disais la mère de Vicky, Guillaume le père de Vicky, et on a également des passages selon le point de vue de Vicky, où on va découvrir d'abord sa passion pour le patinage artistique, comment ça s'est fait, parce que Vicky, elle était sur le point de devenir patineuse artistique, mais professionnelle. Elle avait un très haut niveau, donc on découvre comment s'est fait cette passion pour le patinage artistique, comment après comment ça a évolué, on va dire au fil des années, et qu'est-ce qui a poussé en fait Vicky à un tel geste. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait sur ce rythme en fait, parce que chaque fois on suit les personnages, on voit comment chacun vit tout cela. Et c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça aussi intéressant de montrer le fait que le patinage artistique, de le mettre en premier plan, et de montrer aussi les efforts et les sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir le pratiquer à haut niveau. Parce que là, on nous montre clairement que Vicky, elle passe presque tout son temps à la patinoire, que elle doit faire des sacrifices, que des fois, c'est pas facile. Et surtout, ce livre, il nous montre comment il faut continuer à vivre après un tel drame. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, et surtout cette notion entre est-ce que je me venge, est-ce que je suis ma vocation de médecin. Pour au niveau de Guillaume, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le fait de le voir hésiter. Et c'est très dur hein, pour lui, mais il n'a pas le choix, c'est lui qui est sur l'intervention, voilà. Et par contre, le dénouement final, il est renversant, je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment incroyable tout ce qui s'y passe. Et je vous dis, moi j'étais sur les fesses parce que Catherine, elle m'a bien eu. Sur un point, je ne peux pas vous dire lequel pour ne pas tout vous spoiler, mais ça vaut le coup franchement. On passe des moments, on réfléchit, voilà, c'est tellement... On se demande comment ça va s'enchaîner. Et en même temps, le fait de suivre Vicky et de voir ce qui arrive, c'est vraiment... des fois, c'est très dur, selon ce qu'elle vit. Et j'ai envie de vous dire, ce livre, il faut... Donc si vous êtes sensible à tout ce qui est le deuil, ou voilà, de ces choses-là, renseignez-vous peut-être un peu avant d'y aller, parce qu'on nous parle quand même de... Il y a quand même un homme, on va dire, là-dedans, qui est pas tout rose, vraiment pas très rose, j'ai envie de vous dire. Et ça peut peut-être affecter certaines personnes, le fait aussi de voir ces gens qui sont autant chamboulés suite à cela. Je sais que ça peut... ou bien surtout pour ceux qui sont sensibles au thème du suicide, faites attention, renseignez-vous avant de lire ce livre, mais moi je trouve que c'est très bien fait, très bien amené, et franchement je me suis régalée avec cette lecture, je l'ai dévorée. Pour vous dire, elle fait 230 pages, c'est écrit quand même assez grand et c'est bien aéré, voilà, mais je l'ai dévorée en fait. J'ai le marque-page qui est en train de se sauver, mais vraiment j'ai dévoré, j'ai passé un très bon moment, et si vous avez tout ce qui est thriller psychologique, je ne peux que vous le recommander. J'ai également lu Sorcery of Thorn, le tome 1.5, Mystery of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici donc on suit Elisabeth, Nathaniel et Silas, je sais jamais comment on prononce, moi je prononce Silas, oh. Et en fait ça se passe après Sorcery of Thorn, comme vous vous en doutez, et là on voit comment chacun vit dans le manoir de Nathaniel. Tout se passe bien jusqu'au moment où le manoir commence à n'en faire qu'à sa tête et les emprisonne à l'intérieur grâce à ses protections. Sauf que ça les arrange pas, parce que dans le manoir, dans quelques temps, il est censé se dérouler le bal de l'hiver.
Et du coup, tous nos protagonistes vont devoir trouver un moyen pour faire que les protections soient levées, qu'ils puissent sortir et que les gens puissent revenir dans le manoir pour faire ce fameux bal de l'hiver. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai mis 8 sur 10. Ah, franchement, j'ai trouvé que c'était une suite cocooning axée sur la relation entre Nathaniel et Elisabeth, et c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée très sympathique, où c'est relaxant, il y a des passages avec de l'humour, c'est vraiment bien fait, on s'y sent bien, vraiment j'ai apprécié, et on est sur une plume qui est très douce, fluide quand même malgré tout, et on découvre plein de secrets sur ce fameux manoir, c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, le fait d'en apprendre un peu plus sur ce manoir, c'est pour comment ça se fait qu'il les enfermait là-dedans, ou sur les ancêtres également de Nathaniel. Mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, comme je vous dis, je ne pensais pas passer un moment si cocooning, et finalement c'était une lecture agréable pour moi. Ça m'a fait du bien, j'ai envie de dire. Après, j'ai aussi été très contente de retrouver les personnages, surtout Silas. J'adore ce personnage et les scènes qu'il y a avec, mais incroyable, pépite. Franchement, chaque fois je me régalais. Il y a des très beaux moments dans ce livre, franchement c'est un régal. Et, et vraiment ils essayent de trouver comment enlever la malédiction, et quand ils comprennent comment ce qu'ils doivent faire, c'est juste incroyable, moi j'ai adoré. Et disons que c'est un livre où c'est que peut-être ce que je peux reprocher, c'est que j'aurais peut-être voulu un peu plus de péripéties dedans, étant donné ce qui s'y passe, peut-être plus de péripéties par-ci par-là, ça m'aurait pas déplu. Mais sinon c'était, comme je vous dis, une très bonne lecture, et j'ai envie de vous dire que comme ça se termine, il y a peut-être possibilité qu'il y ait une suite, donc ça ne me déplairait pas pour le coup. Mais c'est vraiment agréable le fait qu'on retrouve nos protagonistes, tout le monde est là, et vraiment c'est sympathique. Même s'ils sont fermés là-dedans, en fait, on va dire, ils essayent de garder le moral, tout ça, et la manière dont on découvre ce lieu, c'est super. Moi en tout cas, je me suis régalée. C'est une petite lecture, elle fait 180 pages je crois. Et le livre est vraiment fait un peu, ce que je trouve, c'est l'édition grimoire que j'ai. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les pages, ça fait comme un grimoire. Elles ne sont pas coupées uniformément, donc on a des plus longues, des plus courtes, et on a vraiment cet effet vieux papier qui est vraiment bien fait. Et quand vous l'ouvrez, en fait, alors je vais vous enlever la jaquette pour vous montrer, mais vous voyez ici, vous avez des images en fait du manoir et des scènes que nos protagonistes vont découvrir. Voilà. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous avez aimé Sorcerer of Thorn et que vous voulez savoir ce qu'il advient de nos personnages, je pense que ce livre vous plaira. Et franchement, moi je le prends comme un tome 1.5 plutôt, parce que justement, on nous met une petite suite. Et je pense que peut-être après, si on a vraiment une grosse suite qui vient, là ce sera le 2. Mais là, c'est vraiment juste pour nous passer un petit moment cocooning et suivre nos personnages, essayer de lever ce fameux sort, et je vous dis, moi c'était super agréable, je me suis détendue, et surtout j'ai passé des incroyables moments, surtout avec Silas, c'était juste incroyable. J'ai également lu Les Jumelles de l'Atlantique, donc d'Isabelle Shins, aux éditions Fleurus. Donc je remercie encore Maison d'édition pour leur service presse. Pour le résumé, on suit ici un pêcheur qui va un jour retrouver une épave, et il se rend compte qu'un bateau s'est échoué, et là par miracle il trouve un panier avec à l'intérieur 2 petites filles. Ce pêcheur n'a malheureusement pas eu l'occasion d'avoir d'enfants auparavant, ce qui le désole, et il se dit que la chance lui sourit enfin, sauf que malheureusement il ne peut pas s'occuper de 2 enfants. Donc il va voir un comte, je sais plus, quelqu'un de plus haut placé, en lui expliquant ce qui est arrivé avec les 2 enfants. Et cette personne a le même souci que lui, en fait sa femme et lui n'ont pas d'enfants, donc ils arrivent à passer un marché. En fait chacun adoptera l'une des petites filles. Donc celle qui reste avec le pêcheur vivra donc plus dans ce côté pêche, tout ça, plus dans la précarité, tandis que l'autre va partir à Paris, où elle vivra dans une famille riche. Et on va découvrir ensuite ce que deviennent nos jumelles 16 ans plus tard. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. C'est un récit historique jeunesse que j'ai trouvé vraiment prenant, avec une narration multiple qui nous permet de suivre les 2 jumelles, et de voir comment chacune a été élevée, la manière dont elle pense, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment
bien fait au niveau de cette narration multiple, et puis de voir justement que comme la jumelle qui vit avec plus richement pense, quelles sont ses opinions et comment pense l'autre jumelle et les passions qu'ont chacune. Il y a également des rebondissements, des secrets et des péripéties tout au long de l'intrigue, notamment des... Quand je dis rebondissements, il y a des choses que je n'avais pas vu venir. Et moi, disons que je m'attendais à ce que les jumelles se rencontrent assez vite. Donc il y a des occasions qui sont mises en place, mais ça ne se fait pas. Et j'ai trouvé cela intéressant, la manière dont c'est amené. Et je trouve que c'est une plume qui est simple aussi et fluide pour permettre aux plus jeunes de bien comprendre l'histoire, mais c'est bien fait. Et j'apprécie ce côté historique et la manière dont les deux sœurs sont amenées plus ou moins au même endroit. Ça, je trouve aussi que c'était bien fait. Donc après, ce que je pourrais reprocher, c'est au niveau du dénouement final. Alors, on a toutes les réponses qu'il nous faut, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop rapide à mon goût. Et je pensais peut-être qu'on aurait plus d'infos sur l'origine des jumelles, sur leurs parents, tout ça, ça regarde exactement d'où elles venaient. Et c'est vrai que ça m'a un peu manqué. Mais sinon, je pense que c'était une très bonne lecture jeunesse, que ça se lit, pour des jeunes, ça peut se lire très vite, ça peut être intéressant. Et en plus, le fait d'être en cette époque historique, ça peut leur apprendre comment ça se passait à l'époque. Donc je trouve que c'était très bien fait. Et pour moi, ça a été une lecture agréable, et de suivre ces deux jumelles et de découvrir leur parcours et leur rencontre. C'était vraiment très bien fait, très bien amené. Et voilà, pour moi, une bonne lecture. Surtout que pour une lecture jeunesse, je trouve que c'est très très bien fait. J'ai également lu Frisson Suisse, Black Justice 1.0 de Nicolas Feucht aux éditions Ouzo Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ici, on suit Loris et son ami Johan. Ils sont passionnés de jeux vidéo. Et un jour, Johan va proposer à Loris d'essayer Black Justice. Black Justice, c'est un jeu qui est interdit aux enfants, car des choses qui se passent dans le jeu se produisent également dans la réalité. Donc voilà pour le résumé. Ici pour ce tome, je lui ai mis la note de 9 sur 10. Je trouve que c'était une lecture prenante, un thriller jeunesse qui était vraiment bien fait. J'ai bien aimé cette notion de jeu vidéo, cette notion que le jeu vidéo et la réalité, comme c'était amené, et aussi tous les mystères et les rebondissements qui sont mis à l'intérieur. Je trouve que c'était bien fait. On est sur une plume qui est simple et fluide pour la jeunesse. Et on a des illustrations intérieures qui sont aussi immersives, avec un côté un peu sombre pour rappeler ce côté un peu sombre du jeu. Pareil, on aborde le thème du harcèlement scolaire dans ce livre, et je trouve que c'est bien amené. Tout comme l'addiction aux jeux vidéo qui est également bien faite. J'ai trouvé le dénouement final intéressant, mais il nous reste quand même une part de mystère pour la suite. Donc je pense que tout ça sera révélé, parce qu'en toute Black Justice, pour le moment, il y a 4 tomes. Donc je pense que par la suite, ça aura le temps de se développer. Mais je trouve que vraiment c'était bien fait. On a des références aux jeux auxquels jouent nos adolescents. Et Black Justice, la manière dont c'est fait, donc ils pensaient vraiment y aller juste pour s'amuser, quand ils se retrouvent malgré eux pris dans cette histoire. Et quand, comme je vous dis, des choses quand ça se passe également dans la réalité, on a cette notion un peu frisson de se dire oui, ce n'est peut-être pas qu'un jeu. Donc vraiment j'ai bien aimé cette notion là, je trouve que c'était intéressant comme c'était fait. On est sur une lecture qui fait moins de 100 pages, c'est écrit grand et aéré. Voilà, regardez, voilà comme ça donne sur une page. Et que je vous montre avec une illustration. Voilà, vous voyez, il y a des illustrations qui sont comme ça, qui viennent entrecouper le texte. Donc vraiment ça se lit très vite. Et pour les jeux, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et là pareil, j'avais hâte de lire la suite. Donc j'ai également lu Black Justice 2.0, donc qui est la suite. Ici je lui ai mis la note de 8 sur 10 à ce tome. Donc cette fois on suit suite à tout ce qui s'est passé dans le tome 1, on va suivre nos deux protagonistes dans un camp de ski. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Donc ici pareil, l'histoire elle était intéressante, il y avait du mystère, du frisson, et surtout j'ai bien aimé l'ambiance camp de ski. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les illustrations, je vais arriver à parler, elles sont réalistes avec toujours ce côté un peu sombre. Et j'ai bien aimé le fait qu'ici, en fait, on nomme le nom des chapitres selon les règles de la FIS, c'est la Fédération Internationale du Ski et du Snowboard.
Donc à chaque fois en fait, le nom d'un chapitre correspond à une règle, où c'est qu'on vous dit bah, c'est la règle telle et telle. Et dans le chapitre, on va vous développer cette règle, on va trouver un moyen de vous expliquer cette règle, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait et intéressant. Et pareil, le dénouement final, j'ai trouvé que c'était captivant. Franchement, bah, voilà, on se dit que nos protagonistes sont tirés d'affaire, mais je pense que ce ne sera peut-être pas forcément le cas parce que il y a des suites, donc j'ai hâte de voir comment ça va être amené. Et moi, tout ce que je pourrais reprocher, c'est peut-être que comme le dénouement final est fait, moi j'ai peut-être trouvé que on en faisait un peu trop. C'était peut-être un peu trop tiré par les cheveux à mon goût. Après, c'est totalement plausible, mais j'ai l'impression que ça faisait beaucoup. Donc c'est juste ce que j'ai reproché au niveau de mon point de vue. Hein. Mais sinon, c'est très bien fait. Moi, je me suis régalée durant ce tome avec nos protagonistes en camp de ski. Donc là, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 120 pages. Et on a de très belles illustrations. Notamment, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Si je vous la retrouve, voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Et donc, vraiment, j'ai hâte de lire la suite de Black Justice. Alors, je vais essayer de me lire le tome 3 sur le mois d'octobre. Et je me garde le tome 4 pour le mois de novembre, étant donné qu'il y a la fête de la Saint-Martin et que ce tome se déroule justement pendant cette fête. J'ai également lu Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, donc la couve. Ici, on suit deux sœurs, Scarlett et Donna. Tella Donatella, oui, je confonds toujours. Donatella et le surnom qu'on lui donne, c'est Tella. Voilà. Donc on suit ces deux sœurs qui ont une vie qui n'est pas facile sur une île avec leur père qui n'est pas très tendre avec elle. Et Scarlett, elle écrit depuis des années à Légende. Légende, c'est un directeur de spectacle et son spectacle, il voyage un peu partout dans cet univers. Sauf qu'elle voudrait que Légende vienne donner une représentation de son spectacle sur l'île où elle est. Légende ne lui a jamais répondu. Et Scarlett va donc lui écrire une ultime lettre parce qu'elle sait que dans quelques jours, elle va se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais son père en a décidé ainsi. Et elle écrit une ultime lettre à Légende. Et là, elle va recevoir une réponse où Légende lui dit clairement qu'il ne viendra pas donner sa représentation sur son île. Mais il l'invite sur son île à lui. Et justement, à ce moment-là, Caraval, on va dire, est fait sous une forme de jeu. Donc il l'invite à participer avec sa sœur. Donc les deux sœurs vont s'y rendre. Et disons que rien ne va se passer comme prévu, car dès le début, Donatella est enlevée. Et Scarlett sait qu'elle va devoir la retrouver. Elle a 5 jours pour la retrouver. Sinon, elle sait qu'elle ne reverra plus jamais sa sœur. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 6 sur 10. J'ai trouvé que c'était un roman très mystérieux et surtout troublant, car on ne sait jamais à qui se fier, à qui, si c'est vrai, si c'est faux, ce qui est vrai, démêler le vrai du faux. Sur ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait. On est dans un univers qui est intéressant quand on arrive sur Caraval. C'est un univers de Caraval avec des gens qui ont l'air aussi, qui sont assez spéciaux. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un côté loufoque dans cet univers, parce que vraiment, c'est vraiment... Voilà, comme je vous dis, il faut le lire pour le comprendre, je pense. Et l'intrigue, elle est prenante, on a des rebondissements. Et comme je dis, l'autrice, moi, elle m'a fait perdre tous mes repères, parce que chaque fois qu'on pense qu'on en a un, en fait, tout vole en éclats et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux, en fait. On a cette notion que entre réel et illusion, qu'on ne sait pas quoi est quoi, et c'est bien fait sur tout ça. Le dénouement final, il est prenant, et disons que comme c'est fait, on a déjà une petite idée de ce que pourrait être la suite, ce que va donner la suite de Caraval, j'ai envie de vous dire. Après, pour moi, ce qui a pêché en fait, c'est que le fait que j'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Et surtout, j'ai eu beaucoup de mal avec la relation entre les deux sœurs. Parce que comme c'est fait au début, ça me semblait faux en fait. Je pense que c'est voulu, mais suite à tout ce qui s'est passé au début, et comment on voit comment se déroule le jeu, j'ai du mal à interpréter cette relation forte entre les deux sœurs. Moi en tout cas, pour moi, ça, à ce niveau-là, ça l'a pas fait.
Et j'ai aussi eu du mal au départ à entrer dans l'ambiance du jeu. Comme je vous dis, c'est vraiment très loufoque. C'est vraiment... vous perdez tous vos repères et au départ, moi j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. C'est pour ça que j'ai enlevé des points que je vais donner 6 sur 10. Alors, je suis tout de même intéressée par ce qui s'y passe. Même si, comme je vous dis, je ne suis pas attachée au personnage, mais j'ai quand même envie de savoir la suite. Et je lirai le tome 2 pour voir comment ça donne. Et en fonction du tome 2, bah, je verrai si je continue avec le dernier tome ou pas. Mais voilà, en tout cas ça a été une lecture intéressante et c'est assez loufoque comme je vous dis. On est ici sur un tome qui fait 470 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Donc voilà, à voir maintenant ce que va donner la suite. J'ai également lu Les Enfants Sabletan de l'autre côté du manoir, c'est le tome 1, d'Arlène, Lo et Marcilly. Donc c'est aux éditions Jungle, je vous mets la couverture ici et je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Du coup ici on suit Alexandrine qui vit dans le manoir de sa tante et sa tante a disparu. Depuis un certain temps elle essaye de trouver des secrets dans le manoir et une nuit elle va tomber sur 2 enfants bizarres qui rôdent chez elle, elle les suit et elle va se retrouver à une autre époque. Donc là, elle va apprendre justement qu'eux aussi recherchent quelque chose et ils vont du coup s'entraider pour essayer chacun de retrouver ce qu'ils cherchent. Voilà du coup pour le résumé. Donc j'ai mis ici la note de 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était une BD sympa, qui nous fait voyager entre notre époque et le 19e siècle. L'intrigue elle est simple mais avec une touche fantastique qui m'a beaucoup plu. Les illustrations, j'ai trouvé qu'elles étaient réalistes, j'ai beaucoup aimé le dessin. Et aussi que tout ça avec des couleurs assez vives, je trouve que c'est vraiment des très belles planches en tout cas. Je me suis vite attachée aux personnages, aux 3 enfants, quand on sait vraiment ce qu'ils recherchent et puis pourquoi est-ce qu'ils font ça, c'est vraiment attachant, il y a des belles valeurs j'ai trouvé. Et on a toujours cette notion de mystère et tout ça est lié aussi avec la statue de la liberté en fait, la création de la statue de la liberté, et puis il y a certains passages où c'est que justement on est dans ces ateliers. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à la fin, quand l'histoire est terminée, on nous met des infos historiques sur Bartholdi, qui est donc le sculpteur qui a fait la statue de la liberté, ainsi que d'autres œuvres. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on ait ces infos, car justement ça amène un plus à... On a ce personnage dans l'histoire, et le fait de découvrir vraiment toutes ces infos historiques à la fin, je trouvais que c'était bien fait. Et pareil, le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était prenant et pareil, il reste du mystère pour la suite, donc j'ai hâte de voir tout ce que ça va amener. Et j'ai beaucoup aimé aussi les libertés, compris les auteurs sur certains faits qui sont vraiment super. Et même à la fin, eux-mêmes l'expliquent qu'ils ont pris certaines libertés avec certains éléments et je trouve que c'était vraiment super bien amené. Tout ce que je peux reprocher à cette lecture, parce que j'ai passé un bon moment, c'est une lecture jeunesse qui est sympathique, avec ce voyage à l'époque, c'est bien fait. C'est juste que par moments, je pense que j'ai manqué un peu d'émotion. Il y a des moments qui sont très forts émotionnellement, qui sont faits pour être comme ça, mais j'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Et je pense que j'ai peut-être manqué, justement, que comme il y a ces passages très forts, ça a fait que par moments je manquais d'émotion. Et voilà, c'est juste de mon point de vue, ce qui est un peu péché, mais... Ça reste une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir la suite d'Alexandrine et de nos 2 autres protagonistes. Voilà, vraiment, si vous aimez un peu tout ce qui est voyage dans le temps, ces choses-là, je ne peux que vous recommander cette BD. C'était vraiment un moment sympathique et de très belles illustrations. Franchement, j'ai adoré les illustrations, je les ai observées, j'ai regardé les détails pendant plusieurs minutes parce que les belles illustrations, vous savez, ça me captive et là, ça a été le cas. J'ai également lu... Et c'est ma dernière lecture du mois de septembre, Alia, Chasseuse de fantômes, le tome 1, Le Nouveau Monde, de Bruno Varro aux éditions Jungle. Donc, je remercie également la maison d'édition pour l'ordre de ce service presse et je vous la mets ici car je l'ai lu en numérique. Ici, du coup, on suit Alia qui va emménager avec ses parents dans l'ancienne maison de son grand-père. Et elle va découvrir des choses un peu mystérieuses dans cette ancienne maison. Jusqu'au moment où elle va être... transportée dans un autre monde où elle va intégrer une école de chasseurs de fantômes.
Voilà pour le speech. Alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Franchement, c'est une BD qui était prenante. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait et surtout, j'ai beaucoup aimé un peu les... J'ai un peu eu l'impression de me retrouver quand on voyait cette école de fantômes à Poudlard. Alors j'ai vraiment un peu cette impression de me retrouver dans Harry Potter, mais plus version chasseur de fantômes. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié. Les illustrations sont vraiment simples, mais toutes mignonnes et avec des couleurs un peu claires, pastel, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, niveau illustration, dessin, je me suis régalée et j'aime beaucoup cet univers et les personnages de cet autre monde avec ce côté mi-humain, mi-animal, mi-chat plutôt je dirais, ça m'a beaucoup plu et surtout ces illustrations là j'ai beaucoup aimé et comme je vous dis moi j'ai beaucoup aimé ce côté magie et surtout ce côté un peu école de magie d'un certain côté parce qu'on leur apprend comment est-ce qu'ils vont pouvoir attraper les fantômes et les informations, on nous apprend brièvement quels sont les types de fantômes qu'il y a, comment se déroule la magie, s'expliquer brièvement. Et disons que Alia va vite se retrouver confrontée à certaines péripéties en lien avec son grand-père et avec le fait qu'elle puisse voyager entre les mondes. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Après pour ce tome 1, ce que je pourrais juste reprocher, c'est que pour moi il me manquait d'informations. C'est vrai que si on nous expliquait brièvement les fantômes, le style de magie, j'aurais bien aimé quand même un peu plus d'infos sur tout ça pour mettre les choses au clair plus rapidement. Et j'ai trouvé aussi que parfois les passages entre d'une scène à une autre étaient peut-être assez abrupts et que ça manquait de fluidité. Voilà du coup ce que je pourrais reprocher pour ce premier tome. Malgré tout, je serais ravie de découvrir la suite et voir comment ça évolue au fil du temps. Parce que là vraiment on est plus sur la découverte de ce monde aussi, c'est un tome qui introduit, j'ai envie de dire plus, surtout sur une BD c'est très court. Alors il y a tout ce moment d'introduction, mais il y a quand même pas mal de flou encore. Donc j'espère que le tome 2 va amener plus d'éléments pour me permettre d'y voir plus clair dans cette histoire. Mais en tout cas je me suis régalée, donc si vous, c'est une lecture qui passera très bien je pense chez des jeunes également. Et pareil, moi je vais lire la suite, j'ai vraiment adoré les illustrations, c'est une BD, si vous aimez un peu tout ce qui est magie, jeunesse et les belles illustrations, foncez car je pense que ça pourra vous plaire. Et moi en tout cas j'espère lire rapidement la suite. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez des coups de cœur sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire lesquels, on sait jamais. Peut-être que certains pourraient m'intéresser et je me les noterai. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc, comme d'habitude, un emoji en lien avec un peu les livres que j'ai lus. Donc, pour Caraval, vous pouvez mettre une rose. Pour Black Justice, vous pouvez mettre de la neige. Pareil pour Mysteries of Tom Manor, une rose. Vengez Vicky, vous pouvez mettre un pâte à glace. Vraiment, les options sont très variées. Ou bien pareil pour les enfants en sabletant, vous pouvez mettre un sablier. Beaucoup. Vraiment, faites-vous plaisir. Gilded, mettez-moi quelque chose si vous trouvez de doré. Voilà. Mais faites-vous plaisir. S'il y a un livre qui a retenu votre attention, bien pareil le stream, mettez-moi une goutte d'eau, ce que vous voulez. Essayez de me mettre un emoji en lien avec un livre et dites-moi, et puis peut-être j'essaierai de voir, de faire le lien avec quel livre vous avez voulu me montrer. Voilà. Ça peut être une idée marrante aussi, hein. Donc sinon, n'hésitez pas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.